Pour moi, c'est ça que tu as fait. Donc, je vais te féliciter, te remercier d'être présent. Et puis, on a Pierre Thiab, qui est présent sur le salon, qui est ingénieur de formation, qui accompagne désormais de très nombreuses salles dans la montée en puissance de leur performance commerciale, notamment. Et à ce titre, tu as de nombreux exemples de process de fidélisation que tu vas partager avec nous. Merci beaucoup, Pierre, d'être présent. Voilà. Alors, on va parler d'expérience client et de fidélisation. Je voudrais commencer par toi, Jean-Philippe. Quand on parle d'expérience client dans un club de fitness, de quoi il s'agit et comment tu la définirais? Parce que tout le monde parle de ça. Mais bien proche. L'expérience client, c'est en fait ce que va vivre le client quand il va venir au club. Et donc, c'est l'idée de pouvoir monétiser le contenu de ce qu'il va vivre. Donc, généralement, vous avez 4 aspects. Le premier, c'est bien sûr le lieu, le matériel. Ce sont les activités que vous allez proposer, les cours collectifs, le open gym, le personnel training, des choses à côté. Vous avez aussi des promesses de service, la capacité d'être coaché avec des moyens précis dans votre expérience. Vous allez pouvoir bénéficier du savoir-faire de coach sportif et surtout l'hospitalité humaine. L'expérience humaine est vraiment au rendez-vous et je crois que de plus en plus, les clubs vont se différencier. Je ne parle pas des clubs low cost mais des autres sur les capacités à générer des relations humaines de bon niveau. Donc on retrouve toujours le même schéma, Stéphane, c'est-à-dire on va de la terre jusqu'au ciel. La terre, c'est le lieu, le concret, puis les activités, toutes petites activités, le gym, tous les types de collectifs qu'on peut imaginer. Bien évidemment, il va y avoir le coaching, l'aide, le soutien, et enfin, bien sûr, la relation humaine, qui est finalement la plus importante. Donc, pour moi, l'expérience, c'est tout ça. Pierre, je peux te poser la même question. Comment tu définirais l'expérience client? Jean-Philippe a beaucoup parlé d'expérience terrain une fois que l'adhérent il est au club. Mais moi, je vais parler aussi d'expérience en amont du club. Parce que pour moi, l'expérience client, elle commence déjà de par la communication, le marketing, de par tout le système commercial. Parce que si on a un produit, on va dire premium derrière, et que le système commercial ne suit pas et n'est pas en accord avec les valeurs d'un produit premium, pour moi, l'expérience client, déjà, il y a beaucoup à faire en amont, avant même que ton l'adhérent franchisse le pas de ta porte là-dessus, et qui pour moi est un gros sujet de travail dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Jean-Philippe, pour toi, l'expérience client, est-ce que c'est uniquement dans l'accompagnement sportif ou bien aussi dans tous les détails au quotidien, comme l'accueil, l'ambiance, les services? Et qu'est-ce que tu mets dedans? Vous avez raison, il faut avoir une approche globale de la relation qui va s'installer même bien avant l'arrivée au club. Et tout est important, c'est tout ce qui va se passer quand le type va rentrer fontaine dans un autre club. Donc on revient avec les 4 éléments que je vous décris, et bien évidemment tout l'environnement numérique, l'environnement de réseaux sociaux qui reflète ce qui se passe en Amérique en temps réel. Donc je crois que je n'ai pas répondu à la question, mais tu peux me la répéter. Qu'est-ce que tu mets dedans? Si je te dis, fais-moi une checklist, je veux créer une expérience très forte pour quelqu'un voit mon club avant de rentrer ou dans mon club. Sur quel point il va falloir que je m'attache et que je travaille? Il y a plusieurs façons, si vous voulez, de gérer cette réflexion. D'abord, c'est qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il renifle aussi, ça doit être important. Il y a également toutes les interactions qu'on va avoir, la qualité des cours, la qualité de la pédagogie. Moi, j'aurais tendance à dire que si vous voulez commencer par quelque chose, vous commencez par des coachs. Vous pouvez avoir un club moyen, mais par contre, si vous avez une expérience qui fait la différence, vous avez vraiment un coach qui sait de quoi il parle, qui sait engager les gens, qui sait les motiver, qui sait communiquer avec eux, alors le reste viendra. Je pense que le plus important, ce sont les relations humaines qui nous différencient du coach. Donc on doit vraiment s'investir dans son outil avec les coachs. Tiens, même question. Si tu devais définir les ingrédients pour créer une expérience réussie, très forte, tu mettrais quoi dedans? Moi, je compare ça à quand tu vas manger dans un très bon restaurant. Si tu es très mal accueilli, tu vas très bien manger, mais tu vas pas y retourner. Par contre, si tu manges un peu moins bien, mais que tu es super bien accueilli, que le gars il est sympathique, que ça sent bon, que tu vraiment passes une super bonne soirée, là tu vas y retourner alors que c'est moins bon que celui d'à côté. Là c'est exactement pareil. Bien sûr que l'expérience sportive elle est importante, mais pour moi c'est la cerise sur le gâteau. Par contre, quand tu passes le pas de la porte, que ça sent bon, que tu es accueilli, qu'on dit bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui, quand c'est ton d'anniversaire qu'on te souhaite, etc., c'est là où ça fait la différence en dehors de ton expérience sportive. J'en profite pour donner un exemple que j'ai vécu juste hier. Hier, ma femme va se balader avec une amie, elle va dans l'espace Dior, elle va suivre une expo, elle va manger chez Dior, d'accord? Donc vous imaginez le cadre, etc. Et le soir, on se retrouve et on va manger dans un petit Mexicain.
On rentre dans ce Mexicain, et là, on commande 2 mojitos. Et le gars nous dit, écoutez, c'est plus l'heure de la hour, mais je vous fais cadeau de l'apéritif. Il nous a fait les 2 mojitos. Et elle a dit, à l'issue de ça, j'ai mieux mangé à midi, mais je préfère ce restaurant. Tu vois, en termes d'expérience. La relation humaine est la clé. Dans une partie, question des compétiteurs, si vous devez vous différencier par rapport à la Michelin Loco, que je respecte énormément, il n'y a pas de problème. Je travaille beaucoup en Espagne, c'est les différencier à l'entraînement, de les relations humaines, et trois, matériellement aussi. Matériellement, les gens sont prêts à beaucoup plus accepter, sont prêts à accepter un certain nombre de choses. Par contre, la prestation, la capacité à fabriquer des résultats grâce à cette prestation, à se sentir mieux, à avoir confiance en eux, à avoir de la confiance. Et je pense que ça va vraiment ça. Comment tu peux distinguer une bonne expérience d'une expérience mémorable, ce qu'on appelle le wow? Qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un qui est sympa, qui est poli, à wow, j'ai jamais vu ça? La relation humaine. En fait, passer de simple service de qualité, c'est la personnalisation, c'est la relation humaine. On demande quelquefois beaucoup de temps, beaucoup de textualité. C'est pour ça que tout le monde prétend vouloir faire un club très haut de gamme, par exemple, sans personnel. Vous comprenez que si vous développez plus d'heures face aux gens, votre qualité de service va être OK. Et je pense que ce qui rend les choses mémorables, c'est quand le type, vous arrivez à personnaliser la relation et vous vous en rappellerez parce qu'il va au-delà du simple bonjour et au revoir, il a une capacité à se connecter à vous par rapport à l'instant que vous vivez et surtout à lire en fait. Parce que quand on fait de la réception pour moi depuis des années, en fait, une chose c'est que les gens, quelquefois, notre boulot c'est vraiment de les gérer, de fabriquer une personnalisation, une attention. Ça demande du temps. Par contre, je pense que c'est différent. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Si. Pierre, toi tu es consultant et tu m'aides, tu m'accompagnes. Et je te dis, Pierre, j'aimerais que tu me trouves un geste, une posture, une attitude pour créer un accueil wow. Donne-moi une clé que je peux utiliser très facilement qui va me faire basculer vers la très bonne expérience que je dois vivre à mes clients. En fait, c'est un truc tout simple. Hier, il y avait quelqu'un dans une conférence qui disait en fait, il faut que tu dises bonjour aux gens. Mais en fait, moi, le nombre de clubs que j'ai visités et dans les 5 premières secondes, il n'y a personne qui m'accueille. Bah déjà, juste vous faites ce truc simple-là, ça fait la différence par rapport à tout le monde. Et en plus de ça, que ce soit, si c'est une séance d'essai qui vient se renseigner, tu te renseignes 5 minutes avant, tu vas sur ton outil et tu connais le prénom de la personne, et du coup, tu peux déjà connecter. Ah, bonjour Stéphane, comment vas-tu? Et si c'est un adhérent, bah, tu le connais. Et en fait, c'est là où, déjà pour moi, et c'est là où toute l'intelligence artificielle aussi n'a pas sa place et ne pourra jamais remplacer l'humain. Et c'est là où on peut faire la différence sur les clubs high ticket, on va dire. Alors, je te pousse un peu plus. Je reçois un prospect, je ne connais pas son nom ni son prénom. Donne-moi un truc pour que le gars, je le fasse basculer dans les 5 à 10 premières secondes. Les 5 à 10 premières secondes. Par exemple, si tu es à ton accueil et que tu es derrière ton PC, je sais pas, par exemple, tu te lèves, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui serrer la main, tu as un contact humain. Et c'est ça qui fait la différence. Même si tu connais pas son prénom, c'est pas grave. Mais en fait, c'est, comme disait Jean-Philippe, c'est la connexion humaine, c'est la connexion émotionnelle. Et ça, aujourd'hui, quand on est coach, on est très bon sur la technique. Mais ton adhérent, il s'en fout de la technique. Et en plus de ça, il ne connaît rien. Par contre, sur la connexion humaine, c'est là où tu vas lui faire vivre une expérience complètement différente. Excellent. Jean-Philippe, bon, je connais un peu ton club. Quelle place à l'offre sportive dans... Ah, pardon, c'est complexe. Je peux dire la question exactement que je ne sais pas n'importe quoi. Je vais dire la question pour que je sois exact. La question que je dois poser. Donne-moi un tips. La synchronisation. En fait, si vous avez des guides de lecture, vous avez des Jean-Philippe, colle. D'accord, oui. Ah, mais les gens entendent comme ça. Je comprends. En fait, la synchronisation. En fait, est-ce qu'il y a du sourire? Est-ce qu'il n'y a pas de sourire? Est-ce que l'énergie est plutôt orientée sur la relation humaine ou plutôt sur une forme de gravité, d'exactitude? En gros, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il ne sourit pas? Et est-ce qu'il vous parle ou pas? Moi, est-ce qu'il est extraverti ou introverti? Et l'une des règles, c'est si vous voulez fabriquer une bonne relation, ne parlez pas, posez une question. Intéressez-vous à la personne et regardez quelle est l'énergie qui se dégage d'elle ou de lui. S'il sourit, vous allez vers un sourire. S'il ne sourit pas, s'il veut un peu de formalisme,
Également, vous allez avoir quelqu'un qui parle vite, qui parle lentement. Donc, vous vous focalisez en vous taisant. Je suis quelqu'un de très bavard, donc ça va être des années pour apprendre à me taire. Pas aujourd'hui apparemment, mais taisez-vous, posez des questions, allez jusqu'au bout. Et rien ne vaut l'intérêt sincère. Les gens vous aiment, non pas quand vous attirez l'attention à vous, mais quand vous donnez de l'attention aux autres. Quand vous décidez, et c'est difficile de le faire 8 heures par jour, vous décidez de donner de l'attention aux gens en vous focalisant. Regardez, sourire, pas sourire, énergie extravertie, énergie introvertie. Si vous décidez de synchroniser avec la personne, alors vous pouvez fabriquer quelque chose d'étonnant. C'est ce que j'appelle la théorie du restaurant. J'explique là dans certaines interventions. La théorie du restaurant, c'est celui qui parle qui tombe amoureux. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je tombe souvent amoureux. Une question. Garde le micro, parce que je te le passe après, Pierre. Quelle place a l'offre sportive dans cette expérience dans ton club? Qu'est-ce que tu fais pour faire monter en compétence tes coachs? Combien de temps ça les occupe par semaine ou par mois? Et est-ce que l'expérience sportive est la pierre angulaire de ton club? Ça, c'est une des pierres angulaires. C'est-à-dire qu'à un moment, je travaille dans un club qui vaut 160 € par mois. Parce que là, si vous voulez, le gars, il a une grosse thune. C'est pas possible que tu sois sérieux. Je pense que la première chose, c'est que si vous trouvez la formation coûteuse, c'est donc l'ignorance. Je pense que vous avez des systèmes, par exemple, en production de collectif sur de très bon niveau, comme les SPIS, comme Aléor. Vous avez il vaut mieux une structuration et des gens qui vous aident à réfléchir à comment faire, parce qu'on n'est pas bon tout de suite. Quelquefois, il faut avoir un peu de méthodologie. Pour le reste, pour les JO, personne, vous avez des gens comme David, d'autres personnes qui peuvent vous aider à réfléchir. Je pense que pour arriver à être bon, il faut d'abord le vouloir, deuxièmement, s'entourer de gens qui vont vous permettre de structurer la formation, pas des grosses formations. Et n'oubliez pas, le vote personnel est seul, autonome dans la délivrance de la qualité de service. Donc si vous n'avez pas une autonomie dans cette délivrance-là, on est mort. Donc la formation. Cast is the key, and training is everything. C'est comme ça qu'on obtient la qualité, je crois. Tu veux répondre à la même question, tu peux y aller. Moi, je dirais que l'expérience sportive, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est que les résultats, c'est la cerise sur le gâteau qui arrive à la fin. Mais en fait, tu peux être un moins bon coach, techniquement parlant, mais quand même apporter du résultat à ton client. Et en fait, c'est ton expérience tout au long qui va faire venir du moins, et c'est ta qualité de coaching qui va fidéliser derrière. Là, vous avez un point de divergence, je pense. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Ah, bien sûr. Je pense que séparer la technique et l'attribuer au coach et la capacité à gérer des relations humaines et à communiquer fait partie du métier de coach. Je comprends que c'est la cerise sur le gâteau, mais je pense que c'est les deux. Les bons coachs sont des bons communicants. Ce sont des gens qui savent rentrer en relation avec les gens, surtout une personne active. Bien sûr, ils ont des conséquences techniques, mais je pense que ce qu'on apprend avec ces personnes-là, et avec les skills par exemple, c'est justement aussi à apprendre à communiquer avec les gens. Tous ces systèmes-là. Donc je pense qu'il y a un petit peu les deux. Mais je comprends ce que tu dis. Non, moi, c'était plus lié aussi à la partie commerciale. C'est que, comme on disait ce matin, pour moi, un coach, c'est pas un commercial. Et il faut à la fois du commercial pour attirer du monde, pour aussi fidéliser, pour vendre, pour prospecter, pour vendre, pour faire venir du monde. Et ensuite, il faut la technique d'un coach pour pouvoir fidéliser. Mais même en tant que coach, il faut aussi être commercial pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir renouveler, pour faire du parrainage, pour faire du bouche à oreille. Et c'est là où toute l'expérience est liée aux élites. Je voudrais aborder maintenant la question du processus, de la mise en place. On va rester avec toi, Pierre. Quels sont les process concrets? Donne-moi un exemple de process concret que tu as mis en place pour accompagner ton pratiquant du premier contact jusqu'à leur progression, sans monter dans. Voilà. Donne-moi un exemple de point de contact. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour créer une expérience extraordinaire? Une fois qu'il est au club, ou même en Une fois qu'il est au club. Est-ce que tu as, je sais pas, dans l'onboarding, est-ce qu'il y a des points de contact qui vont générer cette expérience? Bien sûr. Déjà, quand il arrive pour sa première séance, il faut qu'il soit accueilli, que ce soit par un commercial ou par un coach, et qu'on fasse une découverte de la personne. Ensuite, il y a la séance d'essai avec le coach pour pouvoir justement lui faire découvrir l'activité. Ensuite, derrière, à la fin, soit c'est le coach ou soit c'est le commercial. Et si ces deux personnes différentes peuvent faire la transition pour justement lui faire vivre une bonne expérience,
Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand il n'y a pas de communication dans un club entre le coach et la partie commerciale. Et ensuite, derrière, pour pouvoir, en fait, moi, je me dis, plus vite mon adhérent il va fréquenter, plus vite il aura du résultat, plus vite il va en parler autour de lui, plus vite il deviendra un ambassadeur de ma marque. Donc, du coup, par conséquent, dans mon processus d'onboarding, à l'intégration, déjà en termes de prendre contact à la fin de la séance, je prends le temps de, quand il repart de mon club, le contrat est signé, j'ai le paiement, j'ai ces 3 à 5 prochaines séances qui sont programmées pour qu'il prenne déjà le pli de pouvoir fréquenter. Parce que s'il repart chez lui dans son quotidien sans avoir programmé ses premières séances, derrière, il peut être pris par le temps et il ne fera pas le nécessaire sur ça. Très bien, très bien. Jean-Philippe, donne-moi si tu peux toi aussi un exemple où dans ton processus d'accompagnement, tu sens que ça déclenche des étoiles dans les yeux. Un process, tu vois, Je suis qui est entièrement d'accord. merveilleux. Je suis entièrement d'accord avec Pierre. C'est pas refaire le coup de Xavier. Non, je pense qu'il faut retomber amoureux des cours. Il faut retomber amoureux des cours collectifs quand même. Le cours collectif quand même est un moment que l'on va partager. Ou si on s'organise un peu, on essaie de justement insuffler un petit temps de commercial, donc par exemple organisé de 15 minutes avant, avec une capacité à recevoir personnellement la personne pour la rassurer, pour vraiment l'identifier. Vous pouvez réussir des séances d'essai. Le cours collectif quand même par la relation qui crée entre les gens, par les résultats qu'il permet, par la fête qu'il donne dans le quotidien des gens avec qui on travaille, je pense que le cours collectif lui-même, s'il est bien maîtrisé, avec des offres homogènes, je pense que c'est un facteur d'utilisation aussi. Est-ce que tu es un artisan ou un ingénieur d'expérience? C'est-à-dire comment tu as bâti ces process? Moi, je te cite en référence, mais comment s'est bâti ton background? Tu en as fait ton cheval de bataille, l'expérience. Comment c'est construit? Les réussites, les échecs, les retours de tes clients, les retours de tes collaborateurs? J'ai essayé de répondre. La première chose d'abord, c'est qu'il faut le vouloir. C'est-à-dire, en gros, il faut compter les résultats. Est-ce que les séances d'essai sont transformées ou pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la pédagogie du cours pendant l'essai, pour que, à la fois techniquement, mais à la fois dans la relation humaine, la capacité à communiquer, et fort à coacher, fort rendez-vous. Je pense qu'il faut le vouloir, je pense qu'il faut compter, je pense qu'il faut écrire en fait. Alors, des choses simples, et je pense que l'homogénéité, que ce soit le personnel, que ce soit les cours, le fait que le client ne se trompe pas, que le cours ne soit pas la libre arbitre simplement de l'enseignant, mais un peu formaliser le contenu, peut aider à la fidélisation pour éviter un risque d'erreur. Pierre, est-ce que trop de process tue l'expérience? Jusqu'où on peut pousser le détail, jusqu'où on peut pousser le détail sans tomber dans l'usine à gaz, tu vois? Matériel. C'est marrant parce que je le vis en ce moment dans mon entreprise, trop de process tue le process. Et même, j'ai envie de dire, trop de process tue l'humain. Et en fait, ils nous rendent débiles, vraiment. Parce que du coup, en fait, on suit un process pur et dur, alors qu'à la base, c'est une simple connexion humaine. C'est une discussion entre deux êtres humains. Et en fait, il faut des process pour cadrer, pour structurer, pour même pour recruter, pour que les équipes derrière, elles savent quoi faire. Quand il se passe ça, on fait ça. Quand il se passe ça, on fait ça. Mais sans tomber dans un process qui n'est pas flexible. Il faut pouvoir apporter la touche de chacun des employés qu'on a, parce que chaque personne avec qui on travaille a sa touche personnelle à pouvoir y mettre. Sinon, on met une IA à la place et elle fait très bien le travail. Mais sauf que dans notre métier qui est très humain, qui est très social, en fait, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême du process, il faut trouver l'entre-deux qui n'est pas facile. Hein, parce que plus on suit un process, moins on est intelligent. Donc il faut aussi savoir réfléchir par nous-mêmes et ne pas tomber là-dedans. Jean-Philippe, toi qui es sur le service plus, où est-ce que ça s'arrête le service plus? Est-ce que c'est une question de limite budgétaire ou de capacité de ressources humaines? Où est-ce que tu t'arrêtes? À quel moment tu dis, bon voilà, ça suffit, j'en fais pas plus? Cette question, je suis désolé. Où est-ce que je m'arrête? Au sourire du client, en fait. Je pense que moi, je surveille les résultats, je donne de l'intention aux gens. Je pense que quand même, on peut peut-être déplacer le problème. Ça dépend aussi des structures de ressources humaines. Alors là, je vais aborder un tabou, si vous voulez. Je pense que si vous avez des salariés qui sont épanouis, qui gagnent bien leur vie, qui sont stabilisés économiquement, alors vous avez une forme de solidarité avec la marque. Si vous voulez pouvoir former régulièrement vos équipes, si vous avez des salariés, c'est du tabou aujourd'hui de parler des salariés. Je pense que
le club dans lequel je travaille, qui s'appelle Fronten, si on arrive vraiment à avoir les résultats, c'est qu'on fidélise vraiment les collaborateurs et par un axe de travail ou le CDI, avec une stabilité économique pour la personne qui a un logement à Paris, pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on y gagne en fait. Parce qu'on a des vrais partenaires. Et moi-même, le cours finalement est moins grand. Mais par contre, on a des gens qui sont des partenaires plein temps et on peut apporter plein de choses pour améliorer. Remarquez, on est qu'avec les libéraux pour arriver à faire 2 heures de training sur le personnel training ou sur le coût, même sur l'accueil client, c'est une année. Donc je pense que du côté de la structure en fait sociale, ne pas avoir peur du salariat, parce que moi j'ai fait le pari inverse que ce qui se faisait il y a quelques années, je ne l'ai jamais fait. Il faut comprendre une chose, c'est que vous avez des gens qui sont solidaires avec vous, on n'a pas la chance d'être bien nés, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'argent pour se payer une entreprise, et qui en même temps veulent vraiment croire en quelque chose. Et si vous êtes dans un capitalisme familial, un capitalisme, non pas de convention, mais un capitalisme des gens qui mouillent la chemise, eh bien, vous n'êtes rien sur une bonne équipe. Vous n'êtes rien. Je l'ai dit, c'est Anna Wintour. Donc je pense qu'il faut avoir envie d'une équipe, et surtout de gens qui évoluent avec nous pour arriver. Les mercenaires, à un moment, je ne suis pas sûr que. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils vous prennent de l'argent, un jour ils partent, et en plus, c'est tous les applaudissements. Avoir des salariés qui sont en sécurité, qui ont une sécurité sociale, qui ont un environnement matériel qui est OK, où ils peuvent imaginer pouvoir avoir un appartement à Paris, ils peuvent peut-être souscrire un crédit. Si vous faites le pari social, vous pouvez vraiment avoir des résultats dans le haut de gamme. Le haut de gamme et la précarité sont incompatibles. Vous avez compris, si vous êtes un fonds d'investissement, c'est pas la peine d'aller le voir. Pierre, est-ce que tu arrives à mesurer, on va parler de fidélisation, est-ce que tu arrives à mesurer l'impact direct de tes process d'expérience sur la fidélisation? Est-ce qu'il y a un lien entre l'expérience client très fort et la fidélisation? Oui, bien sûr. On arrive à le mesurer avec plusieurs indicateurs. Le premier, c'est le taux de résiliation. Déjà, ça, c'est le premier. Ensuite, le taux de renouvellement. Aussi, moi, je le mesure de par le nombre d'avis qu'on peut récupérer sur Google, sur Facebook ou autre, et le nombre de vidéos, de témoignages aussi. Moi, quand j'ai des clubs au téléphone qui me disent oui, tous mes adhérents sont satisfaits, tu as 15 avis sur Google et tu as 0 vidéo de tes adhérents. Bah pourquoi? Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas parler de toi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas passionnés par ça. Donc du coup, c'est pas des vrais ambassadeurs de ta marque. Et bah, potentiellement, ils sont peut-être pas satisfaits, mais ils te le disent pas. Et donc c'est là où, avec tous ces indicateurs-là, j'arrive à mesurer si on est bon sur la satisfaction client. D'accord. Jean-Philippe, on dit souvent que le client vote avec ses pieds. On est d'accord? Il fréquente ou pas. Quels sont les indicateurs, les KPI que tu suis, justement pour dire oui, notre expérience client renforce la fidélisation? Donne-nous un exemple d'un ou deux indicateurs qui encouragent. Alors d'abord, il y a la fréquentation totale. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de cours, vous avez un nombre de places qui sont disponibles. Donc vous pouvez envisager. Et donc, bien évidemment, plus vous avez des gens qui viennent, plus vous avez des chances, pas à 100%, mais qu'ils restent. Donc déjà, le fait qu'ils viennent et de voir le pourcentage, non pas moyen, une erreur, mais plutôt la ventilation des types de fréquentation. En gros, combien de pourcentage de vos clients viennent plus de 3 fois par semaine? Là, c'est gagné pour toujours. 4 fois, plus de 5 fois. Par contre, à un moment, si ça commence à descendre, il faut avoir la ventilation de proportion, de typologie de venus par semaine. Une fois, c'est très risqué. 2 fois, c'est très risqué. 3 fois, ça commence à aller. Pourquoi? Parce que vous fixez comme objectif de faire venir 3 fois les gens chez vous. Quand ils ne viennent pas une semaine, ils restent 2 fois. Mais on sait très bien que pour changer un métabolisme, puisque on est dans le business du choc métabolique, on peut faire un choc métabolique à tous les gens, même aux personnes âgées, eh bien, il faut venir régulièrement en fait, pour pouvoir arriver à faire ça. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le taux de résiliation, c'est-à-dire le nombre de résiliations sur le nombre de chiffres attendu. Par exemple, un club comme évidemment, le club que je dirige, on arrive à avoir sur 1800 clients qui payent en moyenne 154 euros hors taxe. On est dans un segment élevé. On est en dessous de 3,5 de résiliation par mois. C'est un bon taux. Et ça, c'est pas parce que j'y porte attention. Ah oui, autre chose. Si vous voulez vraiment fabriquer une meilleure fidélisation, le questionnement. Moi, je travaille avec Medalia, c'est envoyé à 50 personnes des questionnaires qui sont toujours les mêmes pour pouvoir évaluer le niveau de satisfaction.
C'est pas tant le contrôle, c'est que si vous avez un problème, c'est tellement cher de conquérir un client, appelez-le. N'oubliez pas, avoir un problème n'est pas un problème. C'est ne pas réagir au problème quand il arrive. Mais si au contraire, vous détectez un problème auprès de quelqu'un et vos opérateurs arrivent à gérer le problème, alors vous pouvez fabriquer quelque chose de très bien. Excellent, excellent. Pierre, quelle est la limite supérieure d'un prix d'abonnement acceptable? C'est à quel moment je m'arrête, à quoi je me réfère pour me dire ah, mon prix est à la limite d'une bonne valeur perçue, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que je peux aller à 100 euros, 105, 110? À quel moment je m'arrête? Qu'est-ce que je regarde parce que là, c'est une question à combien je vends? Ben, le marché est à combien? Il est à 49, ouais, je vends à 49. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je calcule mon prix par rapport à ma rentabilité personnelle. De mon emplacement, de mon loyer, de mes charges. Donc c'est tes charges. Tes charges déterminent ton prix. Bah, en numéro 1. Ensuite, après, c'est ton service. Moi, j'ai des studios qui vendent des abonnements à 500 euros par mois. Donc en fait, la limite, c'est juste ta qualité de service. Mais qu'est-ce qui te fait t'arrêter? Pourquoi pas 600 euros alors? Pourquoi pas 1000 euros? À quel moment on s'arrête, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'on peut basculer vers un espèce d'océan bleu là où personne ne va et un club balance 300 euros pour rentrer, tu vois? Je ne sais pas si je sais répondre à cette question, mais moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Ce que je pense d'abord, c'est qu'on doit rapidement rappeler le problème de l'élasticité du prix. Plus vous augmentez le prix, et à un moment, ça casse. Donc, la demande s'effondre. Et on est d'accord que plus le prix est bas, plus on peut imaginer que le volume est haut. Donc, c'est le mix entre le nombre de volumes dans votre zone que vous pouvez accepter. Bon, si vous êtes à Paris, vous n'êtes pas à Toulouse. Donc, vous avez une quantité de personnes possibles et quand vous allez monter votre prix, à un moment, vous allez baisser le nombre de personnes qui est disponible. C'est pour ça qu'à Paris, c'est beaucoup plus facile de monter un club haut de gamme qu'à Toulouse, parce que la densité de population et surtout le taux de rotation des gens est bien plus important à Paris. Donc à un moment, présenter un prix très élevé à Paris est assez OK. Donc où est-ce qu'on s'arrête? On avait les documents d'abord. D'abord, on analyse avec ses coûts, évidemment, et la prestation globale. Si vous avez beaucoup de portes, si vous avez un gros stage d'hospitalité, il est légitime que votre prix va, pour pouvoir faire que le business soit possible, c'est ça le terme, être à un certain prix. Je pense que d'abord, c'est l'environnement concurrentiel, on ne peut pas faire n'importe quoi. Deuxièmement, la quantité de cibles données, c'est-à-dire que si vous avez une densité. Moi, je monte un club dans le 16e arrondissement de Paris, à Porte d'Auteuil, plein nez, c'est compliqué, en fait. Là, on a les puissants. Donc, on peut se permettre. Mais attention, il faut être raisonnable parce que si vous mettez vraiment vos prix, il faut avoir un volume petit, quelquefois il vaut mieux être modéré dans le prix et obtenir le volume. Donc il y a un va-et-vient, quel que soit votre segment, il y a un va-et-vient entre être raisonnable, aller le plus loin possible pour avoir le meilleur résultat possible, mais en même temps, mais en même temps, je sais plus ce que je voulais dire. Mais l'élasticité du prix est la clé. Ça augmente, et à un moment, ça casse. Mais par contre, là où vous devez me croire, c'est que quelquefois, ça se joue à 5 euros. C'est-à-dire que vous passez à 100. Là, aujourd'hui, on était à 165. On a fait des tests à 185. Le volume n'avait plus rien à voir. Donc, il y a un ajustement qui va s'opérer. C'est ça ma question. Tu vois, c'est ce petit ajustement. Des fois, on se trompe de 10 euros, on a tout faux, on revient en arrière, c'est bon. Et c'est pour ça que pour pouvoir le faire, il faut absolument que vous ayez des taux de transformation et des chiffres. En gros, combien de présentations on a fait aujourd'hui et on transforme à combien? Moi, j'ai fait quelquefois des tests avec les prix, vous multipliez de 5 euros, vos taux de transformation, c'est donc de 15%. Réellement. Donc, je pense qu'il y a un va-et-vient entre l'environnement lui-même, le positionnement. Est-ce que vous êtes, au niveau des prix, je voudrais rajouter quelque chose si je peux, c'est à quel moment on est haut de gamme et à quel moment on est premium? Oui, c'est une question. Généralement, voilà ce que l'on répond. Vous avez un type qui s'appelle Louis Huet, dans un bouquin de Europe Active, qui dit qu'en fait, dans le marketing dans le fitness, vous avez un middle market qui est environ de 60 euros, à l'époque en tout cas, et vous avez le principe du low cost, c'est de diviser par 2 le prix du middle market, en se focalisant sur la musculation. Mais on passe du premium au haut de gamme, alors le haut de gamme, on ne peut pas le faire pour tout, par contre, hein. C'est 5 fois le prix du low cost. Et il y a un moment, avez-vous un nombre de gens suffisant dans votre zone pour arriver à plaire à des gens qui vont accepter de payer un prix, à condition d'avoir un produit qui va avec, en volume suffisant, de 5 fois le prix de votre low cost. Genre 150.
150 euros, c'est le passage. Il ne faut pas confondre cette phrase amicalement, mais il ne faut pas confondre le premium et le haut de gamme. Le premium, c'est quand vous êtes dans un budget et vous voulez ajouter de la prestation pour arriver à vous différencier. Le haut de gamme, non. Le haut de gamme, on est ailleurs, on est dans quelque chose d'unique, on est dans quelque chose de spécial, souvent coûteux, où il y a une expérience qui est extrêmement riche, tandis que le premium, vous partez de 60, vous êtes à 70, 80, 90, vous obtenez un volume en étant raisonnable. Le haut de gamme, non. Le haut de gamme, vous ne pouvez pas avoir le haut de gamme partout. Le haut de gamme, c'est le caractère unique du club. C'est particulièrement beau, c'est particulièrement cher. Un club haut de gamme, c'est 2 fois plus cher au mètre carré. Très bien. Allez, une dernière question pour terminer, je vais vous poser la même. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une action que vous avez mis en place pour booster l'expérience et donc la fidélisation? Donnez-moi un exemple d'une action, d'une OP que vous avez fait ou d'un système que vous avez qui tout de suite change la donne en termes de fidélisation. Par exemple, pour les anniversaires clients, dans la fréquentation, on regarde à la journée c'est quoi les anniversaires. Si on sait que la personne vient, on lui envoie un message personnalisé sur WhatsApp, donc un message audio du coach pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et ça, c'est tout bête, c'est tout con, mais il n'y a personne qui le fait. Et de cette manière-là, c'est pas un message automatique par mail où tu tombes dans les spams. C'est pas un message écrit, un SMS qui se fait de manière automatique, non. C'est un message audio personnalisé du coach sur WhatsApp. Et si la personne vient, on lui crée dans les studios et dans les box, c'est plus facile, on lui fait un entraînement spécial pour son anniversaire, mais parce qu'on sait. Et ça, les gens, ils adorent et ils kiffent vraiment beaucoup. Merci, super bien. Et toi, Jean-Philippe, un exemple? C'est quoi? Reformule la question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une action que tu mets en place qui... Le management. C'est-à-dire que vous devez trouver dans vos équipes des gens sur qui vous avez confiance et arriver à animer vos équipes. Vos équipes ont besoin à un moment de dialoguer et d'être, pas éduqués, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas élevés et partager votre défi. Je pense que si vous souhaitez fabriquer de la fidélisation, appuyez-vous sur votre personnel, appuyez-vous sur vos coachs, ayez vraiment un rapport avec eux qui soit sain, ayez vraiment une vision claire et partagée. Il faut s'appuyer sur les gens, et donc il faut avoir un management qui est sain, et il faut qu'il y ait des gens qui dialoguent en permanence, surtout avec la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, Pierre Thiam, Jean-Philippe Pérez, on applaudit bien fort. Merci Jean-Philippe. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dans 10 minutes, on attaque comment réussir son